Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dans la clé du mystère, nous retrouverons Nicole Dron et nous parlerons de son expérience aux frontières de la mort, qui s'appelle NDE. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nicole, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'expérience aux frontières de la mort, de NDE. Alors, vous avez vécu une expérience, c'était en 1968, 66-68. C'est lors d'une intervention chirurgicale que vous avez vécu cette expérience. Oui, c'est ça. C'était donc 3 semaines après la naissance de ma fille. Il était resté du placenta. Oui. Le docteur ne l'a pas vu. J'ai donc fait une très grosse hémorragie qui m'a conduite à l'hôpital où je suis arrivée avec 5 de tension. Et on a attendu le lendemain pour me mettre en salle d'opération. On a attendu que ma tension ait augmenté. Et lorsqu'elle est arrivée à 9, je suis allée dans la salle d'opération. Et on a pensé qu'il fallait me faire un curetage, mais pendant ce curetage, une seconde hémorragie s'est déclarée. On a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et c'est au cours de cette opération que j'ai vécu ce qu'on appelle une EMI ou une NDE. Alors, comment a débuté cette expérience ? Je suppose que vous êtes passé par la phase de décorporation ? Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, il n'y avait même pas de nom, Alain, pas du tout. C'est pour que les gens comprennent. Oui, d'accord. Je ne savais même pas ce qui m'est arrivé. Moi, je ne me rappelle pas du tout être sortie de mon corps. Je me rappelle simplement à partir du moment où je me suis trouvée au plafond. Oui. Alors, je me suis trouvée au plafond. J'étais très étonnée d'abord de me sentir vivre, mais à l'extérieur de mon corps, c'était la première fois, bien sûr, que ça m'arrivait et je prenais conscience finalement que j'étais l'habitant de mon corps quelque part. Je voyais de tous les côtés à la fois, j'avais une vision panoramique de 360 degrés et puis je me sentais mais alors légère. Bien sûr que je me suis même pas posé de questions, à la limite, tout se faisait trop vite. J'ai entendu, je me suis regardée, ça je me souviens très bien, je me suis regardée allongée sur la table d'opération. Et j'étais jeune à cette époque, j'avais 26 ans, et même sans être une beauté, on a tout le monde la jeunesse pour soi. Et je me suis dit, quand je passais devant la glace, ça m'arrivait de me faire des petits sourires. Bon, il y a mieux, mais il y a pire. Et là, je me disais, oh là là, ma fille, mais qu'est-ce que t'es moche. Mais ça n'avait plus d'importance. Parce que ce corps-là, c'était pas moi, c'était pas véritablement moi. J'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Et ce qui m'a été confirmé 1 mois après par une infirmière qui assistait à mon opération. Alors on peut considérer qu'il n'y a aucune transition finalement, c'est un peu comme le soir quand on s'endort, on bascule dans le sommeil, dans le rêve. Là vous vous en êtes pas aperçu, vous vous êtes trouvé tout de suite à l'extérieur de votre corps. Peut-être, je me rappelle simplement que j'ai vu le chirurgien avec son masque se pencher sur moi, il avait déjà le bistouri. Et je lui ai dit, mais docteur, mais si vous devez m'opérer, surtout attendez bien que je sois endormie. Il m'a dit, comptez jusque 7, mon petit. C'est tout ce que je me rappelle avant cette expérience. Est-ce que mon expérience s'est passée tout de suite après ? Je suis incapable de le dire. Ça a dû aller assez vite quand même. Ça a dû aller assez vite, hein. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez pris conscience que vous étiez au plafond. Voilà, j'étais au plafond et je vivais, quoi. J'étais vivante. Oui, alors justement, quelles étaient les sensations que vous éprouviez à ce moment-là, en étant au plafond, donc dans cet état de décorporation? Vous voyiez de tous les côtés à la fois, vous disiez? D'abord un grand étonnement de me sentir vivre à 2 endroits en même temps.
mon corps dans mon lit, et puis moi, mon véritable moi, maintenant je dirais mon essence, se trouvait au plafond. Tout ce qui était moi, mes sentiments, mes émotions, mon être réel était au plafond. Et là, vraiment, oui, là, après, on ne peut plus douter. En temps réel, on s'identifie tellement à notre corps qu'on se dit, tiens, je vais aller, par exemple, faire des emplettes après-midi. Tiens, moi, quand on dit moi, c'est mon corps, finalement. Tandis que là, je prenais conscience que si on peut comparer le corps à une automobile, ce n'est pas l'automobile, cet amas de ferraille qui est important. C'est le chauffeur. Voilà. Et moi, au plafond, c'était mon chauffeur qui était là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après, je me rappelle avoir pensé à mon mari et mon beau-père qui étaient dans la chambre quand on m'a emmené de la chambre à la salle d'opération. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. J'ai pensé à eux et instantanément, je me suis trouvée dans la salle d'attente et je prenais conscience de traverser les murs. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne savais même pas où elle se trouvait. Et pourtant, j'y suis allée directement. Et là, dans cette salle d'attente, j'ai vu mon beau-père, j'ai vu mon mari. Tous les deux faisaient les 100 pas. Il n'y avait pas de chaise. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Une salle d'attente sans siège. Mon mari me l'a confirmé plus tard. Et surtout, j'étais très interpellée parce que je me rendais compte qu'ils ne me voyaient pas. Moi, j'étais là, je les regardais et j'étais complètement transparente pour eux. Alors, j'ai fait des coucous, hein. Je faisais aller mon bras. Je me suis mis devant eux. Ils ne me voyaient pas. J'ai éprouvé comme une sorte de désespérance. La désespérance de la personne qui voudrait dire, mais je suis là. Mais ne t'inquiète pas. Je suis bien vivante et qui ne peut pas communiquer avec ceux qui leur sont chers. Maintenant, je pense que chacun est libre, bien sûr, de croire ce qu'il veut. Mais je pense que les personnes qui sont convaincues qu'il n'y a rien après la mort, quoi, mais que les personnes qui les ont précédées, si un être cher est là, et que cet être cher ne peut pas rentrer en contact avec eux, surtout parce qu'ils ferment les portes et les fenêtres de leur être, quoi. C'est comme si on faisait mourir deux fois, quelque part. Ah oui, tout à fait, oui. Alors là, dans cette salle d'attente, eh bien, je me rappelle que j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour le rassurer. Ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Et puis, tout en étant moi, je n'ai jamais perdu la notion d'être moi. Mais j'étais comme si j'étais plus grande que moi, et surtout comme si j'avais la propriété de pénétrer tout ce qui était. Je me suis trouvée dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire par là que j'étais dans son cœur physique, non. Mais j'étais en lui. Je savais ce qu'il pensait. Et maintenant, il me dit, dire que je vais entendre ça jusqu'à la fin de mes jours, parce que je lui ai reproché à cette époque-là de ne pas se faire de mauvais sang pour moi. On était relativement jeunes mariés, et puis, il attendait, il ne comprenait pas la gravité de mon opération, surtout que cette gravité-là, le chirurgien l'a découvert tout en m'opérant. Donc il y a des opérations tellement plus importantes, et lui il attendait tout simplement. Et moi j'aurais été ravie qu'il se fasse beaucoup de soucis. Bien sûr. Mais en même temps, je savais qui il était en tant qu'être humain, en tant qu'essence. Oui. Au-delà des apparences. Alors quand vous étiez dans la salle d'attente de l'hôpital, où il n'y avait ni banc ni chaise, où il y avait votre mari et votre beau-père qui faisaient les 100 pas, vous arriviez à deviner, à anticiper même ce qu'ils allaient dire. Vous saviez avant qu'ils ouvrent la bouche ce que votre mari et ce que votre beau-père allaient dire. Oui, bien sûr, parce que on est soi, bien sûr, mais on est l'autre aussi en même temps. C'est comme s'il n'y avait pas de séparation. C'est une osmose. Oui, on en revient au champ informationnel de Jacqueline Bousquet, justement. En état de décorporation, l'information est instantanée. Instantanée. Ce qui nous sépare des uns des autres, c'est quand même notre carapace, notre corps. Ouais. Hein? Mais sur un autre plan, on est quand même conscience, énergie. Et cette conscience et cette énergie a la propriété d'être en osmose avec tout ce qui est, quelque part. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, je ne peux pas vous dire, mais je me suis retrouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. Mais vraiment, c'était à l'échelle universelle. J'étais seule au monde et c'était des ténèbres totales. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être une fraction de seconde. Mais là, je me suis dit, là, ça y est, ma fille, tu es morte.
Et puis pourtant, non, je n'étais pas morte parce que, à la limite, j'étais beaucoup plus vivante que je ne le suis maintenant. Et j'avais même... C'était comme si j'étais plus intelligente encore. Je ne peux pas l'exprimer. Mais j'ai quand même eu cette appréhension pendant peut-être une fraction de seconde et j'aurais tout donné pour entendre un son ou pour voir quelque chose. Au loin, j'ai vu une petite lumière. Mais avant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune, que j'allais au catéchisme et qu'on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Pour moi, la fin des temps, ça pouvait être 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. Et là, je me suis dit, mais si je dois rester dans ces ténèbres tout ce temps-là, mais c'est pas possible. Est-ce que cette pensée a fait que j'ai déclenché quelque chose ou est-ce que c'est le processus normal? Je crois plutôt que c'est le processus normal parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui ça a été comme moi, quoi. Au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus seule au monde. Il faut s'imaginer une nuit d'encre, où il n'y a rien du tout. Et d'un seul coup, il y a simplement une petite étoile. Eh bien, c'est fini. La solitude n'existe pas. Et là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. J'ai vu comme des présences, des formes autour de moi. Et plus j'approchais de cette lumière, plus elle s'agrandissait. Elle a pris tout l'horizon. Et moi, j'ai éprouvé une joie, mais une joie immense. Je suis rentrée dans la lumière et je peux vous assurer que c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que cette lumière-là, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Cette lumière-là, c'est en même temps l'amour, mais l'amour à l'état pur. C'est pas un amour terrestre. Quelquefois, j'ai envie de dire, quand on aime, symboliquement parlant, je peux dire, tiens, dans ma main, je te donne mon cœur, et puis je tends la main pour en avoir autant. Non, là, c'est un amour total, un amour soleil. On rentre dans un amour qui ne peut pas faire de ne pas aimer, parce que c'est sa qualité. Mais c'est un amour, je ne peux pas vous dire, qui vous comble tellement, qui vous restaure, il vous remet debout en même temps. Et en même temps, c'était une paix immense. Je retrouvais ma patrie, j'étais chez moi. Et là, j'ai compris que j'avais toujours été, que j'étais éternelle, que je serai toujours. Je pense avoir compris le mot « je suis » parce que bon, il faut avoir l'humilité quand même si j'ai compris beaucoup de choses, c'est certainement infime par rapport à tout ce qu'il y a à comprendre, mais je me suis dit « je suis ». Alors un jour, mon fils, plus tard, m'a demandé « mais maman, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « je suis » Moi, si tu me demandes qui je suis, je te dirais « je m'appelle Thierry, j'ai tant d'années, j'adore la biologie, j'aime le sport, etc., etc. » Mais non, là, il fallait abandonner toutes les représentations de soi-même. Je lui ai dit, écoute, imagine que tu as un ballon, le ballon que les enfants envoient au ciel pour rire, constitué de caoutchouc et d'hélium à l'intérieur. Le caoutchouc, c'est ton corps. L'hélium, c'est ta conscience. Le caoutchouc éclate. Toute ta conscience à l'intérieur, eh bien, est en fusion totale, en communion totale avec tout l'univers. Et alors, tu es toi, et tu es tout en même temps, et tout est en toi. Eh bien, je ressentais ça, mais ça m'est impossible de communiquer ça. Oui, je me doute. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez justement le sentiment d'éternité? Oui, bien sûr, baby, parce que il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a la présence qui n'est pas hier ni demain, qui est tout en même temps, qui est là, elle est, c'est tout. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense.
Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Nicole Dron et nous parlons de son expérience. Alors, dans cette lumière, est-ce que vous avez vu quelque chose à ce moment-là? Ah oui, dans cette lumière, j'ai vu venir à moi un jeune homme, resplendissant en lumière. Et, mon Dieu, c'était magnifique parce que cet être-là, je savais que c'était mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Il s'appelait Pierre, je l'adorais. Bien sûr, on me disait à l'époque que le prêtre me disait que je le reverrais plus tard. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire oui, on dit ça, mais personne n'est venu de l'autre côté. Et là, je le vois arriver vers moi. Et bien sûr, on peut me dire, mais comment vous pouvez être sûr que c'est votre petit frère? Parce qu'il y a une grande différence entre les traits d'un petit bébé et les traits d'un jeune adulte. Eh bien, je sais. Je sais, mais je ne peux pas apporter de preuves. Je pense que c'est une reconnaissance d'âme à âme. Je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide, moi aussi. Dans la salle d'attente, j'avais mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main avait traversé son corps. Tandis que là, nous étions solides, tous les deux l'un à l'autre. Et déjà là, rien qu'en pensant à ça, eh bien, on ne peut pas s'imaginer cette connaissance-là. C'est pas une connaissance, disons, universitaire, non, c'est une autre connaissance des lois de la nature et de la vie. Je pense maintenant avoir peut-être résolu le problème en me disant que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'allais vous dire, sur la même fréquence. Sur la même fréquence. Et c'est ce qui faisait sa réalité, c'était ma réalité en même temps. Mais je vous assure qu'il était vivant et que j'étais vivante. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire tu sais Pierre, mais tu te rends pas compte quel bonheur de te voir, quel bonheur ce serait pour papa et maman de te voir. Alors il m'a dit, et ça m'a beaucoup ému, qu'il nous a toujours aimés, toujours suivis, toujours guidés. Et j'en étais très, très émue parce que je comprenais que l'amour qu'il nous portait, c'était au-delà de l'amour terrestre. C'était un amour pour nous, non pas un amour égoïste ou possessif ou jaloux. Non, il nous aimait pour nous. Et j'ai rencontré le frère de mon mari, Jacques, qui est décédé à 25 ans à la suite d'une noyade. Mon mari avait 14 ans à l'époque et bien sûr, mes beaux-parents en avaient beaucoup souffert, en particulier ma belle-mère. Et Jacques m'a montré les circonstances de sa noyade et combien ma belle-mère en avait souffert, ce qui m'a permis, je me suis dit, quand j'ai entendu le cri de sa souffrance, quand un docteur pas très psychologue, disons, est venu brutalement lui annoncer ça, j'ai entendu le cri qu'elle a fait, je me suis dit, mon Dieu, je ne voudrais jamais avoir à vivre ça dans ma vie, ce qui m'a permis plus tard peut-être d'être plus indulgente parce que pauvre femme, elle avait un amour possessif pour le seul enfant qui lui restait, mon mari, quoi. Et c'était pas toujours facile à vivre, vous voyez. Donc j'ai rencontré Jacques. Et alors, vous avez rencontré d'autres êtres que je n'ai jamais vus sur la Terre, et pourtant je les reconnaissais. Et vous avez eu des communications avec eux? Je ne me rappelle plus bien si j'ai eu des communications, mais je me trouvais dans l'état d'une petite fille face à un professeur envers lequel elle aurait beaucoup de respect. Ils étaient à 4 et je savais qu'ils voyaient en moi comme dans un livre ouvert et je n'aurais voulu leur montrer que les bons aspects de mon caractère. Pour moi, ce sont des guides qui me suivent depuis la nuit des temps. Alors, dans cette lumière, avec tous ces personnages et votre petit frère, est-ce qu'il y avait un environnement? Est-ce qu'il y avait comme un jardin? Oui, je me suis trouvée dans un beau jardin. Certainement un jardin qu'on pourrait retrouver ici sur la terre, parce que Dieu sait si notre terre est belle. Mais là, j'ai compris le sacré de la vie là-bas, parce que si je regardais un brin d'herbe, je voyais la forme, la texture, la couleur, mais je voyais de la lumière à l'intérieur, les molécules de vie. Je me suis assise près d'un petit ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Je regardais, j'entendais d'écoulement des sons qui devenaient à la fois des couleurs. Il y avait une osmose entre tout vivait. C'était magnifique. Et je me suis dit, mais on fait tout le contraire sur la terre. Quand on perd quelqu'un, évidemment, surtout quand on est persuadé que c'est la fin de tout, quoi. Alors on rentre dans une sorte de désespérance et c'est terrible. Mais si on savait qu'ils ont retrouvé la vraie vie, ou qu'ils sont sur le chemin de retrouver cette vie-là, mais quel réconfort. C'est sûr. Alors vous parliez d'un magnifique jardin, vous parliez de magnifiques paysages. Est-ce que vous aviez l'impression que ce paysage, c'était un paysage terrestre, ou alors c'était une création de l'astral?
Ah non, c'était pas quelque chose de terrestre ici sur la Terre. Dès le moment où j'ai atterri, entre guillemets que je dis ça, que je me suis trouvée dans la lumière, il n'y avait plus rien de terrestre, même si ça pouvait ressembler. C'était une autre vibration, c'était beaucoup plus de pureté, de beauté, d'amour. On était portés, c'était une allégresse. Il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Non, parce que certaines personnes, par exemple, qui sortent de leur corps, qui se promènent sur la Terre, disent qu'ils voient le paysage terrestre que nous voyons là, en ce moment, mais disons, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans ce sens-là, certainement. Mais il y a peut-être aussi des degrés de magnificence. Et là, je ne peux pas dire. Oui. Alors, certaines personnes disent que dans l'astral, chacun peut créer son environnement. Si on veut voir une maison, si on veut voir des montagnes, le paysage se crée par l'esprit, finalement. C'est possible, Alain. J'ai peut-être été sur un des piliers du monde astral. Oui. Des piliers, je ne sais pas. Oui. C'est peut-être, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je dis après, mais le mot après n'est pas juste parce que... Oui. Comment dire ça? C'est comme si tout se faisait en même temps. Mais moi, pour le dire, eh bien, je suis obligée de dire et après. C'est comme si le passé, le futur, tout était là. Je me rappelle avoir vu un être. J'avais l'impression que cet être-là contenait tout l'univers. Et bizarrement, c'était comme s'il s'est mis à ma portée, pour que ce soit plus facile à communiquer. Et cet être-là, au fond de moi-même, je sais que chacun de nous, on connaît, on le rencontrera. Il ne m'a pas dit qui il était, mais mon cœur le connaît. Il m'a simplement demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Oh, de petites questions toutes simples. Mais c'est si simple et c'est si profond. Je suis persuadée que toute ma vie ne suffira pas à en approfondir le sens, la profondeur. Parce qu'en même temps qu'il me demandait « Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres ?» on me montrait toute l'humanité. J'avais des millions, des milliards de gens devant moi. C'était certainement une vision symbolique, mais les gens avaient les bras tendus vers le ciel et les imploraient. Et c'était certainement une façon de me montrer que ici sur la terre, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que j'avais fait pour eux? Je ne suis pas méchante, mais j'avais rien fait vraiment de particulier. Et je prenais conscience que j'ai mis beaucoup de temps à trouver les mots pour ça. Je prenais conscience que ce qui m'était demandé, c'était d'agrandir mon cœur, d'agrandir ma conscience, de me connaître moi, de me connaître, disons, dans mes beautés, dans mes défauts, dans mes manques, etc., pour arriver vraiment à aimer et d'aider les autres. Plus tard, j'ai lu un livre d'Emerson qui dit en gros à peu près ça: faire tout le bien qui existe dans l'individu, l'aider à croître dans tous les aspects de soi-même, mais c'est bon pour un individu, mais c'est bon pour la terre entière. Et j'ai pris conscience de comment aimes-tu dans ce sens-là? Comment t'aimes-tu toi pour te libérer de tes chaînes, de ta prison intérieure, de tes égoïsmes, de tes passions? Et qu'est-ce que tu fais pour aider les autres justement à être véritablement eux-mêmes? Et ça, c'est une sacrée leçon. Et en même temps, j'ai vu ma vie à l'envers, de mes 26 ans à ma naissance. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et comme il n'y avait pas de séparation véritablement entre moi et les autres, eh bien, voilà, je ressentais ce que j'avais fait. C'était comme un jeu de dominos. Si on pousse ce premier domino, les autres derrière tombent. Et j'étais capable d'évaluer les répercussions de mes actes, de mes pensées, de mes sentiments dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'avait fait comme bien, mais aussi comme mal, et d'en voir aussi les répercussions dans les êtres qui m'entouraient. Et quand j'étais aussi à la fois, tout en étant une seule personne, c'est bizarre parce que c'était comme si j'étais aussi deux personnes, donc moi, avec mes défauts, mes qualités, que je retrouvais toutes mes émotions d'enfant. Le bonheur quand j'allais chez ma grand-mère, que je trouvais mon petit chien qui était né une journée avant moi, quoi. Mais quand j'ai eu ma première poupée, mais tout, quoi, quand j'étais jeune maman, et toujours trouvé tous ces bonheurs-là. Et puis en même temps, j'étais une autre qui me regardait vivre, qui me regardait comme si j'étais quelqu'un d'autre que moi, avec la même distance. Parce que soi-même, par exemple, si on a fait mal au cœur à quelqu'un,
même si on essaye d'être très honnête envers soi-même, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah oui, mais s'il n'avait pas dit ça, ou s'il n'avait pas fait ça, c'est pas tout à fait de ma faute si j'ai agi comme ça, etc. » On se donne toujours bonne conscience quelque part, tandis que là, non. Je pouvais me voir, mais dans un état de neutralité totale, tel que j'étais. Qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce qu'il fallait que je transforme en moi? Et ça, oui, ça c'était important. Alors, certains diront c'est l'âme, d'autres le soi. Moi, je dis au-delà des mots. Ne donnons pas de mots. Ce qui est important, c'est cette conscience-là qu'on peut avoir de nous-mêmes. Oui, la conscience, oui, exactement. Oui. Ah oui. Et c'est pas une conscience qui est jugée. Ça c'est bien, ça c'est mal, non. C'est une conscience qui a évalué ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse. Mais dans cette évaluation-là, il y avait la justice aussi. Alors, on peut dire que cette expérience se situe en dehors de tout dogme religieux? Oui, bien sûr, en dehors de tout dogme religieux, parce que à un certain moment, par exemple, on m'a montré ce que serait l'avenir. Hein. Et donc, en me montrant tout ça aussi, on m'informait sur la nature de Dieu. On me disait que Dieu était la force, la vie et le mouvement. Que le Christ, Bouddha et Mahomet œuvraient ensemble sur des plans intérieurs à la régénération de la terre. Bien sûr que quelquefois les rituels, les dogmes sont un peu différents, mais disons que c'est toujours le même amour. Il y a toujours des valeurs dedans. Et je sais qu'on m'a dit que lorsque je mourrais, on ne me demanderait pas de quelle race, de quelle religion, de quelle philosophie je fais partie, mais simplement comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que je me rappelle bien, on me disait que seule la qualité d'être d'un individu est importante. Alors oui, bien sûr, j'ai été élevée dans la religion catholique traditionnelle. Bien sûr, toute ma vie ne suffira pas à épuiser les mystères qu'il y a, les trésors dans ma propre tradition. Mais si on me demande maintenant quelle est ma position par rapport à l'Église, pour moi, je dirais qu'il n'y a qu'une seule Église, celle de l'amour, bien sûr. Et je ne me sens plus enfermée, par exemple, par l'institution religieuse qui dirait « hors de l'Église, point de salut ». Ça n'a plus de sens pour moi, ça. Bien sûr. Pour moi, la véritable religion, c'est celle qui est capable de vous conduire de la chenille au papillon, c'est la transformation intérieure. Alors justement, on vous parlait de la réincarnation. Oui, bien sûr. À un certain moment, on m'a montré que j'avais déjà vécu sur la Terre. On m'a montré des tranches d'autres vies, le lien qui unissait mes vies, et on me disait qu'on revenait tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution. Je ne voudrais pas que cet aspect-là divise les gens, parce qu'en même temps, je sais qu'au-delà, dans l'absolu, il n'y a même pas de réincarnation, il n'y a que la vie. Mais nous, on vit dans un monde à 3 dimensions, et on est simplement capable d'appréhender notre vie seulement dans la période entre notre naissance et notre mort. On n'est pas capable d'englober tout. Oui. On n'est pas capable d'englober tout. Je suis même persuadée, mais ça c'est la physique quantique qui le démontre, et il y a d'énormes percées dans tout ça, qu'on peut vivre peut-être sur plusieurs dimensions à la fois. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion, infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Nicole Dron et nous parlons de son expérience. C'est vrai que la réincarnation, on en parle beaucoup maintenant, hein, c'est devenu... Et qu'on ne peut pas comprendre les choses si on ne comprend pas la réincarnation. Si on occulte un maillon de la chaîne, on ne pourra jamais rien comprendre. Hein. Bien sûr, je me rappelle qu'on m'a montré 3-4 schémas devant moi.
et on m'invitait à prendre un chemin. J'étais dans la même position, par exemple, qu'un élève qui sort d'université avec ses diplômes en poche et qui fait des curriculum vitae pour envoyer des entreprises, pour solliciter donc un travail. Et puis voilà, les enveloppes arrivent, il peut être embauché là, là et là. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? Il ne sait pas quelle est la meilleure place à prendre qui va correspondre à ses capacités, puis aussi à ses possibilités d'avancement. Ben moi, j'étais comme ça. Et en même temps, j'avais cette information, parce que la lumière, c'est l'information, que qu'importe le chemin que je prendrai, parce que dans ce chemin-là, eh bien, il y aura automatiquement les expériences que mon âme a acceptées avant de naître. Je n'aurai peut-être pas le même environnement, ni les mêmes personnes dans chaque chemin, mais j'aurai la même expérience de vie. Alors, une petite parenthèse par rapport à cette réincarnation. Aujourd'hui, enfin, certaines personnes nous disent oui, bah finalement, c'est normal, il y a des criminels, il y a des gens qui font des choses pas très catholiques, mais finalement, c'est pas grave, c'est leur vie, c'est leur cheminement. Alors, d'accord, c'est leur cheminement, mais qu'est-ce qu'on nous demande de l'autre côté? On nous demande quand même, c'est pas le mot combattre que je vais dire, mais on nous demande de travailler sur ces problèmes et de rectifier ce qui ne va pas, d'être dans l'action. Bien sûr, je pense d'abord que peut-être aussi, comme on dit, il y a des vieilles âmes, donc qui ont peut-être plus d'expérience, qui ont traversé plus d'épreuves, etc. Donc ça a développé plus de conscience. Il y a peut-être des jeunes âmes, comme des jeunes enfants, qui vont claquer les allumettes et qui risquent de mettre le feu à la maison, et qu'il faut apprendre, quoi. Alors oui, bien sûr, il y a ça à travailler, mais je pense aussi quand même, on est venu sur la Terre pour être conscient, pour apprendre à aimer. Pour apprendre à aimer. Et puis je me rends compte quand même que on a toujours quand même le libre arbitre en soi. On a toujours quelque part, je voudrais pas employer un langage trop religieux, mais on a toujours la petite voix de la conscience qui nous dit fais pas ceci, fais pas cela. Mais quelquefois on étouffe parce que on est tellement tenté par des aventures, par des tentations, par des désirs, par des passions. Et puis on pense que en faisant tout ce qu'on voudrait, on est libre quelque part. C'est pas la vraie liberté. Du moins, c'est pas celle que j'ai goûtée de l'autre côté. J'ai lu il y a longtemps un livre, et il y a une phrase vraiment qui m'a dit c'est ça. C'était d'Arnaud Desjardins, je me rappelle. Quand son maître spirituel lui a dit, mais à un moment clé de sa vie, à un moment où il pouvait l'entendre, Arnaud, c'est être libre de l'avoir. Être libre de l'avoir, être libre de vouloir, par exemple, faire tout ce qu'on veut, sans tenir compte des autres, automatiquement. D'avoir, je ne sais pas moi, une maison, une voiture, et vraiment de ne pas prendre conscience des besoins des autres. C'est dans ce sens-là. Et finalement, on est prisonnier de nos désirs, de nos passions. On est prisonnier, mais on ne s'en rend pas compte. On veut bénéficier, on veut jouir de tout dans la vie. Et puis être vraiment, eh bien c'est quand on n'a plus besoin de tout ça. Et quand le libre choix s'impose de lui-même, parce que ce choix-là, il n'est plus dépendant de nos manques et de nos besoins. Alors, c'est carrément différent. Quand on est sur Terre, donc si on est ici, c'est pas pour rien. Donc faut quand même empêcher que l'enfant s'amuse avec les allumettes. Faut lui retirer la boîte. Bien sûr. Et puis bon, il y a comment des expériences que c'est pas forcément mal et bien comme quelquefois la morale religieuse le dit. Il y a des expériences quelquefois qui nous sont nécessaires, parce qu'à travers elles, eh bien, on va beaucoup apprendre. Le tout, c'est de ne pas se sentir toujours coupable parce qu'on n'a pas réussi quelque chose, parce qu'on n'a pas compris à temps, parce que sans même le vouloir ou tout en le voulant, on a fait du mal à quelqu'un. Il faut que ça reste une expérience à travers laquelle on va extraire une conscience qui nous empêchera plus tard de renouveler ça et qui nous permettra d'aller plus loin. Alors revenons à la suite de l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé après, justement? Vous êtes monté de plan en plan? Oui, j'ai vu auparavant aussi qu'il risquait d'avoir de graves événements sur la Terre. On m'a montré l'avenir de l'humanité. Et c'était en 68. En 68, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien de tout ça. On m'a montré un chômage qui s'étendrait sur le monde entier, comme une espèce de peste. Et je voyais des événements qui arrivent comme ceux qui arrivent maintenant. Et on me disait que rien n'est inéluctable, que tout cela arriverait si on ne changeait pas.
parce qu'il y a une part en nous destructrice. Par exemple, on le voit bien, on tient plus compte de l'écologie, du sacré de la nature. Et donc, oui, je voyais tout ça, mais il y a quelque chose qui m'a fait très mal, c'est de voir une violence. Il y avait comme une sorte de violence qui... Le monde était pris par une frénésie de violence. Oui, ça m'a fait mal, ça. Et puis, bon, on m'a dit que le Christ allait revenir sur la terre, que c'était imminent. Bien sûr, on peut me dire, mais vous parlez, cette expérience, elle est au-delà de toute religion. Oui, mais elle est au cœur aussi de chaque religion. Et le Christ, on me disait qu'il n'appartenait à aucune religion, qu'il était la plénitude de Dieu dans chaque individu et que c'était la sagesse, c'était l'amour qui se réveillait totalement en l'homme, quoi, qui était là. Et j'ai pleuré parce que j'ai compris, on me disait que c'était imminent, mais imminent c'est quoi maintenant? Est-ce qu'il reviendra sous la forme d'un être humain? Est-ce que c'est plutôt cette conscience Christ dont on fait partie chacun qui viendra nous pénétrer, nous éveiller? Mais moi j'ai pleuré parce que je comprenais pour la première fois de ma vie que ce qui nous était demandé, ce n'était pas de faire des actes héroïques pour flatter notre ego, être marqué de tout le monde, non. L'acte héroïque, c'était justement d'ouvrir les vannes de notre cœur, de devenir plus aimant, plus sage, plus fraternel. Et là, oui, franchement, toutes ces horreurs que j'ai pu voir, mais ça n'arriverait pas, quoi, parce que ça n'aurait pas lieu d'être là. Puis je me rappelle qu'on m'a montré, on m'a fait aller de plan en plan. J'avais le sentiment d'une incursion de plus en plus grande dans ma conscience. Et comme si je comprenais mais des concepts inimaginables, on fait tout de l'autre côté, sans rien avoir appris. Et en même temps, c'était accompagné de beaucoup de beauté. Et quand j'avais cru que je comprenais tout, ça allait encore plus loin. Et je me suis retrouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Et c'était magnifique, magnifique. Je n'ai pas de nom à donner, je n'en sais rien. C'était magnifique. Et là, j'ai revu encore ma vie, le bilan de ma vie, sous une autre dimension. J'ai vu ce que serait ma vie quand je reviendrai sur la terre, entre ma naissance, quand je reviendrai entre ce moment-là et ma mort, quoi. Et je me suis fait pitié parce que j'ai vu que je pleurais beaucoup, que j'aurais beaucoup d'épreuves. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour mériter toutes ces épreuves? On m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées parce qu'à travers elles, je grandirais. Et j'ai supplié que me soit donné en une seule vie tout ce qu'il y avait encore à vivre dans d'autres vies, parce que je ne voulais plus revenir sur la terre, parce que pour moi, la terre, c'était l'enfer. Et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Je me rappelle aussi qu'on m'a dit, je voyais l'avenir, je n'avais pas de date, mais j'ai vu mes beaux-parents et ma grand-mère décéder, tous les trois, vraiment dans un laps de temps très rapproché, dont 2 à 3 semaines d'intervalle. Et j'ai dit ça, mais bien plus tard après, à mon mari. Et c'est d'ailleurs mon mari, bon, je l'appelle un peu mon Saint Thomas, mais c'est ce qui l'a convaincu quand même, parce que j'ai eu cette expérience en 1968, le 27 janvier 81, un mardi. Mon beau-père nous quitte. 3 semaines après, un mardi, ma grand-mère nous quitte. Et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. On me montrait aussi mes 2 enfants, adolescents, qui tous les 2 se cassaient une jambe aussi, et ça s'est réalisé à un an près. Mon fils en faisant du ski, ma fille en faisant du saut à longueur. Et je me rappelle aussi qu'on m'a demandé de l'autre côté si je voulais rester ou revenir. Ça peut paraître monstrueux de dire ça, mais j'avais tellement envie de rester, parce que j'avais tellement envie de me fondre dans cette lumière. Et je crois que si j'avais été capable de me maintenir, moi, ce que j'appelle à l'ultime pointe de mon âme, quoi, je crois que j'aurais été capable de remettre mon mari et mes enfants dans les bras de la providence divine, en sachant que tout irait bien pour eux. Mais si je revenais tant soit peu humaine, eh bien, ah non, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Ah non, je ne voulais pas qu'ils souffrent de la souffrance de leur maman. Et est-ce que c'est ça qui m'a fait revenir? J'en sais rien. Mais on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et qu'en revenant, j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, je me suis dit avec ma liste, ah là là, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses, mais je vais faire en sorte de me rappeler. Et pourtant, c'est comme si c'était un grand voile
avait tout obscurci quand je me suis réveillée. Mais en ce qui concerne, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Je tiens à dire quand même ça, c'est qu'un jour, je témoignais donc en Belgique et j'ai reçu une très belle lettre d'un monsieur. Je lui ai demandé l'autorisation d'en parler. Il me disait, Madame Dron, quand vous avez dit ça, que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants, j'étais au fond de la pièce et je pleurais. J'ai perdu récemment mon épouse. J'ai encore une petite fille de 11 ans à la maison. Quand sa maman était là, souvent elle allait dans les hôpitaux et pour se faire soigner. Et la nuit, quelquefois, ma petite fille venait faire des gros câlins à sa maman et ça durait toute la nuit. Elle avait peur de ne plus l'avoir un jour. Ce jour-là est arrivé et un mois après, je disais à ma petite fille, mais je ne te comprends pas. Maman n'est plus là et tu ne t'ennuies pas. Tu ne pleures même pas. Et la petite lui a dit non, je ne pleure pas parce que je ne m'ennuie pas après maman. Je suis remplie de maman. En effet, oui. Alors Nicole, nous avons fait depuis quelques années, maintenant 2-3 ans on va dire, beaucoup d'émissions sur les plans, les différents plans vibratoires mais physiques, bon donc les extraterrestres. Alors beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE nous parlent justement de contact avec certains extraterrestres, notamment Serge Nazar, que nous avons reçu à ce micro, qu'il a eu un contact avec les Grands Blonds. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré ou eu des informations sur des prétendus extraterrestres ou des vaisseaux? On parle aussi de vaisseaux de lumière. Tout ça commence à sortir, mais c'est un peu confus. On aimerait bien avoir des explications. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Oui, ça me parle, Alain, parce que j'ai vécu une dimension un petit peu comme ça aussi dans mon expérience. Pendant des années, j'en ai pas parlé parce que pour moi, l'important, l'après-vie, c'était tellement déjà gros. Bien sûr. Dans la conscience des gens que de parler de ça. Mais c'est vrai que quand on m'a montré, j'ai vécu des cycles et des cycles. Je voyais l'univers, la formation, etc. Et j'ai vu qu'on n'était pas seul dans l'univers. On me montrait la réalité d'autres humanités. Et à certains moments, on m'a même montré une grande cavité sous la terre. Et il y avait, c'était peuplé. Je ne peux pas vous dire par qui. J'en ai eu même un malaise parce que c'est comme si on y faisait des manipulations génétiques ou des clonages, etc. Et c'est pas assez net, mais j'ai un malaise. Et tout de suite après, je me suis retrouvée dans un vaisseau où je me suis retrouvée près des êtres qui étaient grands, blonds, extrêmement bienveillants, presque des sages, je dirais, et qui m'ont... Je sais que j'ai eu tout un enseignement, même si je ne me rappelle que de ça. Il me disait qu'il nous avait fait évoluer en conscience et comme ça, quoi, peut-être même génétiquement, depuis très longtemps. Et je me trouvais bien avec eux parce que c'était des êtres bons. Quand vous me dites c'était des êtres bons, vous lisiez finalement, il n'y avait pas de cachotterie possible, hein. On est bien d'accord? Non, pas par rapport à eux. Autant je me sentais mal quand on m'a montré à l'intérieur de la Terre, ou tout ça, j'en sais rien. Je me sentais mal avec ce qu'on y faisait. Autant là, non. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux quatre coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Nicole Dron et nous parlons de son expérience
On nous pose souvent la question, il y a une espèce de parano qui se promène un petit peu partout sur Internet entre les reptiliens, les grands blonds, alors des reptiliens qui se feraient passer pour des grands blonds, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc entre la réalité des choses et la parano qui se développe, il faut faire une mise au point. Il faut être très prudent. Moi je reste très prudent vis-à-vis de ça. Je suis persuadée que dans l'univers, vous voyez, il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards et des milliards de planètes. Bon, il serait très présomptueux de dire qu'il n'y a que la vie sur la Terre. Il y a certainement beaucoup d'humanités différentes à différents niveaux de conscience, mais je suis persuadée qu'il y a des êtres très bons, qui ont un degré de conscience tel qui seraient là non pas pour nous asservir et nous obliger, mais à nous aider quand nous, on saura les reconnaître, bien sûr. Bien sûr qu'il faut faire attention. Il ne faut pas non plus tout gober, comme on dit. Tout à fait. Il ne faut pas non plus refuser tout. Alors, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Confédération Galactique. On parle beaucoup des Vénusiens. Nous avons fait une émission hier avec Yvan Poirier de la Presse Galactique. Donc, on a reçu ici à ce micro Serge Nazar, Anne Givaudan, Daniel Mauroy. Qui eux parlent de ces choses tout à fait librement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui. On a l'impression que l'information se démocratise et qu'on peut en parler tout à fait librement. On parle aussi de l'élévation de la fréquence de Schumann de la Terre. On a fait aussi certaines émissions avec Jacqueline Bousquet sur les différents plans vibratoires. Enfin bon... La grande Jacqueline Bousquet. Voilà, tout à fait. Et puis Greg Braden aussi. Greg Braden en parle largement. Vous pensez bien qu'après une telle expérience, eh bien tous ces sujets me passionnent. J'essaye de rester le plus comme un point d'interrogation quelque part. Bien sûr. Puisque bon, je ne peux pas dire j'accrédite ceci, je n'accrédite pas, mais je reste ouverte à beaucoup de possibilités. Parce que bon, quand je me suis réveillée, par exemple, je me suis dit, mais c'est plus formidable, c'est plus incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. Et je sais qu'il y aura de grandes découvertes dans l'avenir, qu'à l'intérieur de la Terre, il se peut qu'il y ait des gens qui y vivent aussi. Ah, on parle beaucoup de la Terre creuse. En ce moment, ça fait 2 ou 3 ans, on en parle assez librement quand même. Voilà, oui, non, disons que ça s'ouvre maintenant, et j'en suis contente. Alors c'est pour ça que je vous donnais donc les grands blonds entre guillemets que vous avez rencontrés. Donc c'était des gens qui sont plutôt des gens, des protecteurs. Ah oui, je me sentais comme si c'était des pères, des sages, vraiment oui, qui avaient beaucoup d'avance sur nous. Oui, franchement, oui. Serge Nazar nous avait expliqué son histoire, à savoir qu'il avait reçu un message télépathique qui lui disait de se rendre sur une plage. Il était minuit à peu près, mais tout seul, sans sa femme. Il s'y est rendu, il a garé la voiture et il a vu un vaisseau sur la plage. Et il a rencontré ces fameux grands blonds. Il a pu les étreindre, les serrer. Et il expliquait qu'ils rayonnaient d'amour et ils lui ont proposé ils lui ont proposé de monter dans ce vaisseau qui était sur le bord de la plage, et puis ils lui ont rééquilibré toutes ses énergies. Oui, ça ne m'étonne pas, ça. Voilà. Et lui ont demandé son autorisation. Est-ce qu'il était d'accord pour participer, justement, pour travailler avec eux? Oui, vous voyez, quand il y a un niveau de conscience quand même élevé, les êtres ne vous imposent rien, ils respectent notre libre arbitre. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me dis que, si vous voulez, l'expérience que j'ai vécue, c'est important dans le sens où ça peut réconcilier tant de personnes en deuil, mais aussi contribuer à un éveil de conscience, parce que l'important, c'est de prendre conscience, que la vie, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est qu'on a vraiment cette âme, cette conscience en nous, qu'on est venu expérimenter quelque chose et on est créatif. C'est nous qu'on crée notre propre vie. C'est nous qu'on crée ce que sera demain, quoi. Bien sûr. Et je me souviens que quand je me suis réveillée, parce que avant aussi, j'ai vu un être aussi que je lui ai tendu les bras. Je sais pas, il était masculin et féminin à la fois. Et j'ai compris tout de suite que c'était moi, mais moi à la fin des temps. C'est vraiment une sacrée leçon d'humilité, parce que je voyais tout le chemin qui me restait encore à faire pour arriver à être ce que je suis déjà sur un autre plan, quoi. À cette perfection de moi-même, et je prenais conscience que c'était mes manques,
C'était voilà tout ce que je ne suis pas qui attire dans ma vie, toutes les expériences qu'il me faut pour qu'à travers elles, je grandisse. C'est fou ça aussi. Et quand je suis revenue dans mon corps, je me rappelle être passée par ma tête, j'ai réintégré mon corps, on a dû me réveiller par une paire de claques. Mais quand je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles mais une musique, je vous assure, à pleurer d'amour. Cette musique-là, je cherche encore quelque part. Si un jour je la réentendrai, j'ai cherché dans les classiques, j'ai cherché dans la musique sacrée, en vain. Jamais je n'ai retrouvé ça. À l'arrière-plan, il y avait le sentiment que tout était bien, que j'avais compris les secrets de l'univers. Mais c'est pas être fier d'avoir compris les secrets de l'univers, surtout qu'il ne m'en reste rien. Mais c'est comment dire ça, c'est que ça libère. Cette connaissance-là, c'est pas une connaissance intellectuelle, ça libère. Et j'aurais bien un instant d'éternité, j'aurais toujours voulu conserver cet instant d'éternité. La souffrance s'est réveillée et tout s'est échappé. Il m'est resté que des miettes. Mais moi je dis merci à la grande vie de m'avoir permis de vivre cette expérience, même si c'est très frustrant de ne pas me la rappeler intégralement. C'est sûr, ouais. Parce que je sais que la mort n'existe pas. Bien sûr, je n'ai pas à l'imposer à qui que ce soit, mais ça change tout le regard sur la vie. Et si je devais, disons, en 2 mots, dire quel est le genre de transformation que ça peut faire, je dirais que, eh bien, avant, j'étais plutôt dans l'avoir. Et puis maintenant, ce qui importe pour moi, c'est être, tout simplement. Alors, juste un mot sur les perceptions. Donc là, aujourd'hui, on est bien incarné, on est dans notre corps, on a l'habitude de fonctionner avec. Dans cet état-là, c'était beaucoup plus puissant, beaucoup plus intense que ce que l'on vit actuellement, ou alors que ce que l'on peut vivre dans certains rêves qui sont quand même assez forts. Oui, il y a des rêves qui sont des songes quelque part, et qui ont très... Qui vraiment, on a un contact avec l'âme. Et là, ça pourrait ressembler à l'expérience que j'ai vécue. Mais si on compare l'expérience à un vulgaire rêve, simplement, non. Ça n'a rien à voir, c'est bien plus fort. C'est comme si... comment je vais vous dire ça? C'est comme si un être humain, on croit se connaître, on est comme un iceberg qui émerge de l'océan d'un dixième, et toutes les 9 dixièmes, c'est dans l'eau, quoi. Notre profondeur totale, c'est bien plus qu'un dixième. Et là, dans une telle expérience, on a affaire à la réalité de notre essence, de notre être réel. Donc tout ce qu'on vit, c'est 1000 fois plus intense. Oui, parce que moi, personnellement, déjà, ayant vécu des rêves très nets qui peuvent s'assimiler à ce que l'on vit là en ce moment, bon, mais c'est pas, on peut pas dire que c'est extrêmement puissant, quoi. Bon, je me rappelle une fois avoir eu un songe, bon, et ça m'a fait penser à l'expérience que j'ai vécue. Je ne dis pas avec la même puissance, mais pas loin. Je voyais dans les cieux des nuages qui s'écartaient, une main immense et une rose. Mais alors, ça m'a émue, mais j'étais en même temps certainement portée dans un autre état de conscience, vous voyez. Tout dépend de l'état de conscience. Alors, je suppose que vous n'avez pas pu en parler tout de suite de cette expérience. Ah non, Alain, je n'ai pas pu, vous savez, c'était en 1968. Je ne connaissais personne autour de moi qui avait vécu cette expérience. J'aurais tout donné d'ailleurs pour pouvoir rencontrer un jour quelqu'un à qui j'aurais pu me confier. J'ai pensé aux prêtres, j'ai pensé à un psy. J'ai potassé des livres de psychologie. Je me suis vite rendu compte qu'on pourrait ranger mon expérience dans est-ce que c'est un complexe de ceci, un truc de cela. Quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience, comment peut-il le comprendre s'il n'a pas vécu quelque chose, une expérience spirituelle un peu similaire? Et je me suis tue. Au départ, je me suis tue parce que j'avais pas de mots. J'avais pas les mots pour exprimer ça. Puis après, je me suis dit que personne ne me croira, que je risquais d'être considérée comme une folle. Puis après, j'ai eu besoin de protéger l'expérience, parce que pour moi, elle a toujours été sacrée. C'est le moteur de ma vie. Et de trouver des gens qui, je ne dis pas par bêtise, non, mais par ignorance, auraient sapé l'expérience, l'auraient descendu en flèche, parce que
ces personnes-là resteraient dans le mental, ils ne pourraient pas comprendre sur un autre niveau ce qu'elle est, je ne pouvais pas le permettre, je ne pouvais pas. Alors je me rappelle que environ 10 ans après, j'ai commencé à en parler à mon mari et à maman, parce qu'on a un ami très cher qui est décédé. Il était jeune encore. Maman me disait, oh là là, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Et c'est là, j'ai dit, mais non, maman. Puis je lui ai raconté. Bon, à mon mari aussi. Et peut-être quelques mois après, est sorti le livre La vie après la vie du docteur Moody. Je me rappellerai tout le temps. J'étais venue donc à la maison de la presse de ma ville pour chercher donc un livre pour mes enfants qui étaient en scolarité. Ce livre-là, pratiquement, m'est tombé dans les mains. Oh, j'en suis encore émue. J'ai regardé la 4e de couverture, je l'ai feuilleté, je l'ai payé en pleurant, en faisant attention qu'on ne me voit pas. Ce jour-là, on a mangé une boîte de cassoulet, mais en quelques heures, j'avais dévoré ce livre-là. Et je me suis dit, mais je ne suis pas folle. Enfin, je ne suis pas folle. D'autres personnes ont vécu ça aussi. Oui, donc c'est vrai que ça a aidé quand même pas mal de monde, ce livre, La vie après la vie. Quand on dit que Raymond Boudy, c'est un bienfaiteur de l'humanité. C'est sûr, oui. J'en suis persuadée. Quelles ont été les répercussions que ça a eues tout au long de votre vie? On ne peut même pas mesurer. Au départ, c'est un travail souterrain. Au départ, je menais une vie tout à fait ordinaire avec des enfants, le ménage, les courses, et tout ce qu'il fallait faire dans une maison. Et puis, très très vite, j'ai eu envie de comprendre l'expérience. À cette époque-là, j'ai recherché de la lecture. Il n'y avait pas grand-chose à part les livres de Jean Prieur, du père François Brune. Tout au début, je ne trouvais pas grand-chose. Et puis, j'ai eu un frère qui était gravement malade. J'ai eu besoin de comprendre aussi. Donc, je me suis attachée aussi à des livres de psychologie. Mais j'étais attirée par des livres de psychologie, mais qui a inclus la dimension spirituelle. Je ne connaissais même pas le mot transpersonnel ou holistique. C'est après que j'ai vu tout ça. Donc, il y a eu tout un travail souterrain pour comprendre l'expérience, pour me comprendre aussi à travers ça, comprendre les autres. Et puis voilà, puis un jour, on ne peut plus tricher comme ça envers soi. J'avais l'impression de mourir en me taisant pour plaire aux autres, parce que j'avais peur aussi du regard qu'on pouvait avoir à mon égard. J'avais peur qu'on ne me prenne pour une folle. Puis un jour, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux plus. Je vais mourir si je continue comme ça. Je suis d'ailleurs persuadée qu'on peut mourir de se renier. Ah oui, oui. Puis un jour, je me suis dit, voilà, c'est tout. J'ai vécu ça, j'en parlerai. Puis bizarrement, je me suis rendu compte que, bien sûr, au départ, les gens avaient un petit sourire. Quelquefois, on déplaçait la conversation. Mais après tout, moi, j'étais bien. Parce que j'étais vraie. Puis tout en allant, les esprits se sont ouverts. Et puis, ma famille aussi. Mes enfants, mon mari, tout ça. Il y a une évolution qui s'est faite. Et maintenant, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience. Et puis d'avoir... je ne dis pas eu le courage d'en parler. Disons que ça s'est fait. Et aujourd'hui, on en parle très facilement. Voilà. J'en suis heureuse parce que je suis persuadée que ce qui changera le monde, ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, les acquisitions matérielles, technologiques, etc. Tout ça, c'est bien, attention. Le bien existe dans le tout. Mais c'est surtout une évolution des consciences. Tout à fait. Quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs? D'aimer. D'essayer de ne pas voir en l'autre un rival. Je me rappelle quand je me suis réveillée et puis que je me suis dit, mais c'est le drame de l'existence. De l'autre côté, j'étais moi et tout à la fois. Et en me réveillant, je me retrouvais dans mon corps, comme si le monde était à l'envers, que mon corps c'était un cercueil. Et je me suis trouvée séparée des autres. Donc l'autre devient quelqu'un d'autre que soi. Et puis voilà, quelquefois, il y a des mesquineries, des rivalités. De l'autre côté, j'étais moi et tout. Et on est tous reliés par la vie, qui est conscience, qui est amour. Et le seul message, je crois, c'est d'apprendre à aimer. Et rester positif surtout. Bien sûr, rester positif. Surtout en ce moment où vraiment c'est très difficile. On voit partout, dans les médias, l'économie, la politique, partout, quoi. Puis en même temps, c'est très dur, il y a la violence. On pourrait se dire, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible, même si soit on change. Il faudrait que des milliards d'individus changent.
Mais ça me fait penser ce que j'avais vécu il y a peut-être 20-25 ans maintenant. C'était un congrès. Je me rappelle l'hypothèse Gaïa, la Terre est un être vivant, à Clermont-Ferrand. Il y avait des scientifiques qui étaient là et qui disaient vraiment que la Terre, c'est notre mère, c'est une boule d'énergie. Donc c'est de l'énergie, c'est de la fréquence. Nous sommes dessus. Et en interaction, c'est-à-dire que si nous émettons des pensées de haine, de jalousie, de mesquinerie, eh bien, comme ces pensées sont une vibration, elles interfèrent sur l'électromagnétisme de la Terre. Et il ne faut pas s'étonner. Alors, de ce qui peut arriver. Positif ne veut pas dire faire la politique de l'autruche, il faut être dans l'action quand même. Non, il faut savoir intervenir. D'ailleurs, de l'autre côté, quand je parle de l'amour, c'était pas un amour, comme je dis, pommade, non. C'est un amour force, un amour qui construit, qui est capable de détruire, qui est capable de faire du mal pour reconstruire du bien. Tout à fait, oui. Voilà. Merci Nicole d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci Alain. Et puis, je dis merci aux auditeurs de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Fréquence Évasion.